Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne KHG Code. Alors aujourd'hui on va parler de Kubernetes et on va parler spécifiquement des Helm charts. J'en ai déjà évoqué dans plusieurs vidéos passées le concept de Helm chart et à chaque fois je disais qu'on verrait ça. Donc le jour J est arrivé, on va pouvoir parler des Helm charts aujourd'hui. Donc le but de cette vidéo là c'est que vous pouvez comprendre ce qu'est un Helm chart, c'est quoi son intérêt, comment utiliser des Helm charts, comment mettre ça en place, voilà. L'idée à la fin de cette vidéo, pas de cette vidéo, parce que je vais faire une série de vidéos, je pense. Je vais faire peut-être 3 4 vidéos sur des M-charts. Voilà, donc ça, c'est la première, mais il y en aura d'autres. Mais déjà, à la fin de celle-ci, vous pourrez maîtriser les M-charts, vous pourrez comprendre comment fonctionne un M-chart, et vous serez à même de pouvoir opérer un petit M-chart et même, pourquoi pas, déployer vos propres M-charts. Voilà. Donc, les M-charts, c'est vraiment un concept très important qui découle de tout ce qu'on a vu en amont. Si on a tout ce qu'on a vu précédemment sur les ressources Kubernetes, les workloads, etc. Ils vont vous servir maintenant dans les M-charts. Parce que les M-charts, concrètement, c'est quoi? C'est un gestionnaire de package en fait qui va agréger tous vos fichiers YAML, quoi. Voilà. Et ça vous permet de déployer rapidement et simplement vos applications. Et ça aussi vous permet de pouvoir réutiliser les applications que d'autres personnes ont fait déjà sans besoin d'avoir à réécrire tous vos YAML. Voilà. Donc vraiment à la fin de la série de vidéos que je vais faire sur les M-charts, vous serez vraiment capable d'être autonome sur vos M-charts et de pouvoir vous les opérer à vos risques et à vos périls. Parce que moi, personnellement, je ne suis pas un très grand fan des Helm-charts. Quand je peux éviter d'utiliser les charts Helm, je l'évite. Je vous montrerai pourquoi au cours de cette série de vidéos sur les Helm-charts, quoi. Mais c'est quand même un outil qui permet de gagner beaucoup de temps et d'aller très vite, quoi. Donc c'est parti pour la première partie sur cette vidéo d'introduction sur les Helm-charts. On lance le générique et on se retrouve tout de suite. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais vous présenter le dernier logiciel que ma société HKTech a développé. C'est le logiciel EasyQuiz. EasyQuiz.ai. EasyQuiz.ai, c'est un logiciel simple, intuitif qui s'adresse aux recruteurs, aux formateurs, aux enseignants ou à toute personne qui à un moment donné doit devoir évaluer de la performance, doit devoir évaluer des candidats. Grâce à la puissance de l'IA, va vous aider dans la conception de vos sujets d'évaluation, notamment dans la conception des quiz d'évaluation. N'hésitez pas à aller tester, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Alors, c'est parti pour les Helm charts. Donc, on va commencer par la théorie. Donc, cette fois, j'ai choisi de passer en PowerPoint parce qu'il y a moins de schémas à faire. Ça va être plus la partie plus théorique avec des concepts que je vais expliquer. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est en PowerPoint. Donc, on va commencer par les objectifs pédagogiques. Donc, l'objectif de cette partie sur les Helm, c'est pas que d'aujourd'hui. Donc, c'est les séries de vidéos que je vais faire sur les Helm. L'objectif, ce serait d'abord, dans un premier temps, de comprendre et de savoir ce qu'est un Helm, pouvoir avoir tout le vocabulaire et le jargon lorsqu'on parle de M-chart, notamment les charts, les releases, les repositories, ce que c'est principalement donc les M-charts, les M-releases, les M-repositories, etc. Pouvoir créer et déployer les charts, donc les M-charts. Donc, je vais vous montrer comment vous pouvez faire ça. Ce ne sera pas dans cette vidéo, ce sera sans doute dans la prochaine. Ensuite, on va pouvoir jouer avec des valeurs et des templates pour pouvoir en fait customiser un M-chart pour qu'il réponde à notre besoin spécifique, etc. On va pouvoir, du coup, je vais vous montrer comment vous allez pouvoir en fait modifier les valeurs par défaut d'un package Helm pour pouvoir forcer vos propres valeurs. Ensuite, on va voir comment déployer les applications complexes via Helm. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'on va pouvoir voir comment créer une application. Par exemple, dans notre cours jeu, on va se focus sur Nginx, par exemple, mais on pourra voir comment créer une application Postgre, une application MySQL, etc. Sans rien faire, sans rien faire, en réutilisant en fait les templates préexistants. Et ça, c'est l'une des grosses forces de Helm-Charm, en fait, le fait de pouvoir en fait récupérer les packages existants. Voilà. Concrètement, c'est quoi Helm? C'est quoi Helm en fait? Donc Helm, c'est un gestionnaire de packages. C'est le gestionnaire de packages de Kubernetes. Donc c'est un peu, c'est l'équivalent en fait de APT, de Yum ou de Brew que certains d'entre vous connaissent en fait, que ce soit pour gérer les packages sur Linux ou pour gérer par exemple les applications logicielles, par exemple les libs logiciels avec PyPy ou bien avec Yarn ou NPM. Donc c'est un peu le même concept en fait. Donc il y a des gens qui ont déjà pré-mâché le travail pour vous. Vous avez besoin de créer une nouvelle application web. On fait de la base de données, vous n'avez pas besoin de réécrire toute la config pour la base de données. Vous avez juste à utiliser en fait un template qui existe déjà. Voilà. Donc ça c'est le gros avantage de Helm. Donc avec 100 Helm en fait, vous aurez plusieurs fichiers. Vous voyez notre image là et tout.
Voilà, sans Helm, en fait, je suis obligé de faire plusieurs commandes pour déployer mon application. Donc, je faisais faire un apply deployment, apply service, apply ingress, etc. Par contre, avec Helmchart, en fait, je ferai juste une commande. Et c'est la commande, en fait, qui va automatiquement prendre mon template, appliquer les valeurs par défaut ou bien appliquer les nouvelles valeurs que j'ai surchargées et ensuite pouvoir déployer l'application en une seule commande, en fait. Et le package peut être versionné, en fait. Voilà. Donc, vous pouvez versionner, vous avez des versions. Donc, comme vous avez une version pour votre lib Python, pour votre lib JavaScript, etc., bah, ce serait pareil en fait. Voilà. Parce que qui dit gestionnaire de paquets dit forcément gestionnaire de version, donc de version. Donc, ça fait partie de Helm chart en fait. Voilà. Donc, retenir un truc, c'est que Helm, c'est simple, c'est le gestionnaire de package de Kubernetes. Et un gestionnaire de package vous donne à vous permettre d'avoir accès à des applications qui sont déjà développées que vous pouvez juste installer dans votre application et de pouvoir customiser selon vos besoins. Donc, c'est ça la finalité de Helm en fait. C'est ça, pouvoir gérer les packages. Alors, c'est quoi dans l'intérêt de Helm en fait? Donc, c'est quoi, pourquoi est-ce que Helm a été créé en fait? Donc, Helm en fait, il a été créé en fait pour pouvoir simplifier le déploiement des applications dans Kubernetes. Ça, c'est le premier intérêt en fait de ça. Parce que celui qui est novice ou celui qui veut aller vite, en fait, il n'a pas besoin de tout refaire lui-même. Il peut utiliser ce que d'autres ont déjà fait, l'utiliser. Voilà. Helm, son intérêt aussi, en fait, ça, c'est lié au gestionnaire de paquets, c'est le fait de pouvoir reproduire rapidement les mêmes choses et de pouvoir les partager, c'est-à-dire ce qu'on appelle la portabilité, donc pouvoir vous créer une chose une fois et 10 000 personnes peuvent l'utiliser à travers le monde, quoi. Donc c'est portable en fait, voilà. Vous pouvez activer, ça peut vous permettre de gérer le versionning, donc vous pouvez à l'échelle de Kubernetes en fait, vous pouvez avoir plusieurs fichiers YAML en fait qui forment une version de votre application ou de l'infra de votre application. Mais en fait, vous pouvez versionner ça. C'est-à-dire, vous avez une vision en fait macro de toute votre infra en un seul bloc. Donc, vos 10 fichiers deployment que vous pouvez avoir en fait, qui gèrent toute votre application, ben, en fait, vous les regroupez tous dans un seul bloc et ça fait une release en fait, une version. Et du coup, s'il y a un problème, vous pouvez faire un rollback plus facilement. Et vous ne faites pas de rollback sur un fichier, vous faites un rollback en fait sur toute une version. Donc ça aussi, c'est pas mal. Imaginez, vous allez changer la version d'un port de votre application. Donc vous allez le changer au niveau du deployment et peut-être au niveau du service. Bah, tout ça, vous le faites en une seule version. Voilà, et quand vous déployez cette release-là, ça va mettre à jour partout. Et s'il y a un problème, ça va pas juste rollback une partie, ça va tout rollback, quoi. Donc, et du coup, forcément, comme il y a du versionning, on peut faire du rollback facilement. Mais attention avec des rollbacks. Parce que les rollbacks, des fois, ça peut, selon les produits, selon le type de votre application et tout, ça ne marche pas toujours. Vous pouvez avoir quelques. Voilà, moi j'ai eu des déboires dessus, donc il faut toujours faire égal au rollback en fait. Voilà. Et d'ailleurs, même celui qui dit qu'il y a du rollback, ils ne peuvent jamais vous garantir que ça marche à 100%. Donc tout dépend vraiment du style. Par exemple, une application web, il y a un deployment, fait un rollback, bon, il n'y a pas de gros problème entre guillemets. Mais par contre, une base de données, vous voulez faire un rollback de la version de base de données, vous avez déjà migré les données, bah, ça peut potentiellement mal se passer. Donc, il faut toujours bien tester. Et enfin, le dernier, c'est le fait de la gestion de la configuration qui est centralisée. Donc, imaginez dans une entreprise, il y a plusieurs. Vous êtes par exemple le plateforme ingénieur de cette entreprise-là, c'est vous qui gérez toute la partie configuration Kubernetes. Tout ce que vous avez à faire, c'est avoir peut-être un Helm chart dans des versions. Et les développeurs, les personnes qui utilisent l'application peuvent juste la consommer. Donc ça, c'est aussi un gros intérêt d'avoir des Helm charts en fait. Voilà. Alors, c'est quoi la différence entre Helm, kubectl et Customize? Voilà, qui sont aussi des concepts de Kubernetes, etc. Donc kubectl, je préfère rappeler ça. C'est pas forcément, pour ceux qui sont expérimentés, c'est plutôt évident, mais quand vous êtes débutant, bon, ça peut créer la confusion. En fait, kubectl, je l'ai déjà dit, en fait, c'est le client pour interagir avec un cluster Kubernetes. Donc, vous pouvez vous connecter via l'API et pouvoir faire des interactions dessus. Ça, c'est kubectl. Customize, lui, va vous permettre en fait de gérer du multi-env. On ne l'a pas encore vu, mais on le verra plus tard. Grâce à Customize, vous allez pouvoir gérer des overlays et avoir des configurations que vous pourrez appliquer selon l'environnement. Alors que Helm, en fait, lui, c'est juste du templating, en fait. C'est juste du packaging. Donc, vous avez un package avec du versionning et vous pouvez appliquer différentes versions, en fait. Donc, c'est ça la relation entre les deux. Ils peuvent interagir entre eux, tout ça, en fait. Voilà. Mais c'est bien de pouvoir de préciser cette petite spécificité-là. Je trouve que ça a du sens. C'est pour ça que je l'ai rajouté. Alors, concept et vocabulaire. Donc, quand vous travaillez sur des M-charts, imaginez vous arrivez dans une entreprise et tout ça, et qui ont l'habitude de travailler sur du M-chart, il y a tout un vocabulaire qu'il faut avoir et qu'il faut connaître en fait. Donc, il faut savoir
Ce qu'un un chart, une release, un repository, un template, un value, c'est très important quand vous travaillez sur des charts pour avoir le bon vocabulaire. Le chart en général, par exemple, c'est quoi? C'est juste des fichiers qui vont permettre de déployer une application en fait. Donc c'est ça. Les charts, vous allez voir, on va aller voir tout à l'heure, c'est des templates dans lesquels en fait vous avez tous vos fichiers templatisés. C'est ça le chart. Voilà. Les releases en fait, c'est une instance d'un chart. En général, c'est une version. Donc pour chaque chart, vous avez plusieurs versions en fait, qu'on appelle des releases. C'est hérité du monde du logiciel, etc. Donc c'est ça les releases. Et ensuite, vous avez des repositories. Le repository, c'est très simple. C'est la source distance qui contient votre Helm chart en fait. Donc ça peut être un repository d'une boîte dans lequel il y a plusieurs charts disponibles en fait. Donc imaginez, moi j'ai mon entreprise HKTech, j'ai mes charts pour différents types, par exemple, un chart pour la base de données, un chart pour le front-end, pour le back-end, pour le cache, etc. Ben, en fait, je vais tous les mettre dans un même repository. Et celui qui va avoir le repository HKTech, ben, il pourra utiliser tous les charts de la société HKTech en fait. D'ailleurs, il y a une grosse boîte qui s'appelle Bitnami, qui a je pense, c'est le plus gros repository en fait maintenu de charts, dans lequel vous avez presque tout ce que vous voulez en fait, tous les produits que vous imaginez, je sais pas, Grafana, Prometheus, MySQL, Nginx, Postgre, ils en ont tout ça dans leur repository en fait. Donc en ayant le repository par exemple Bitnami, vous aurez potentiellement tous ces charts à disposition. Donc les templates, c'est quoi? Les templates, ils sont à l'intérieur des charts en fait. Donc c'est des fichiers YAML. Donc vous allez retrouver ça, il y a souvent un dossier template, on le verra tout à l'heure. Donc c'est des fichiers YAML qui sont faits avec du Go template, dans lequel en fait euh, vous allez pouvoir avoir la définition de vos ressources, quoi. Par exemple, si vous avez un deployment, vous allez potentiellement avoir un fichier deployment.yaml qui va contenir le templating de votre YAML. Pareil pour je ne sais pas si vous avez une config map, sur un HPA, si vous avez un stateful set, etc. Donc c'est vraiment le fichier YAML comme on le faisait avant, mais sauf que au lieu d'avoir des valeurs, vous avez plutôt des variables qui sont templatisées via Go. Et enfin, le fichier value, il est très lié au template. Dans le template, vous avez en fait des variables en fait, et le fichier value permet en fait de remplacer, de templatiser en fait vos templates. C'est un peu une redondance ce que je dis, mais en fait, grâce au fichier value, vous allez pouvoir écrire des vraies valeurs que vous souhaitez à votre template. Donc, imaginez, vous êtes plusieurs. On peut avoir, vous avez peut-être votre instance MySQL. Moi, j'ai mon instance MySQL. On utilise la même release. Mais ce qui va peut-être faire la différence entre nos deux applications, c'est que moi, j'aurai un fichier value dans lequel j'aurais peut-être mis mes paramètres spécifiques. J'aurais peut-être un réplica, deux réplicas, je sais pas, et vous aurez peut-être différents. Enfin bref, c'est ça qui va faire la différence en fait. Et ce fichier-là, il est très important. Il faut le versionner. En général, le fichier value.yaml. Et c'est toujours important de bien le surcharger. Donc, dans un template Helm, en fait, enfin, dans un chart Helm, vous aurez toujours un fichier value avec des valeurs par défaut. Il faudra toujours prendre la peine d'aller regarder ce qu'il y a à ce fichier value-là et de ensuite pouvoir le surcharger avec votre propre, vos propres valeurs qui correspondent à vos besoins. Donc ça, c'est super, super important, quoi. Voilà. Donc voilà un peu les cinq concepts clés quand on parle de MCHAR. Il y a d'autres vocabulaires, mais bon, ça, c'est si vous maîtrisez déjà, ça, c'est pas mal. Donc on verra dans la pratique comment est-ce qu'on peut jouer avec tout ça et à quoi ça correspond concrètement. Alors, on va passer dans la partie, à une partie technique. Là, on va exécuter quelques commandes là. Donc, on va exécuter les principales commandes que vous voyez là. Donc, on va jouer un peu avec un chart Helm et on va voir ce qui se passe. Donc, dans un premier temps, on va installer en local, donc sur la machine sur laquelle il y a le cluster Kubernetes qui interagit avec mon cluster Kubernetes. On va installer d'abord le repository, notamment dans notre exemple, ça va être Bitnami. Voilà. Ensuite, on va jouer la commande search pour vérifier s'il y a l'image Nginx qui existe. Et ensuite, on va pouvoir installer le package Nginx selon enfin, le package de chart Nginx, parce que c'est ce qu'on doit dire. Voilà. Ensuite, on va voir comment est-ce qu'on va modifier certaines valeurs. Donc, on va l'installer une première fois. Il y a des paramètres par défaut qui vont être définis. Et on va voir comment est-ce qu'on pourra upgrade ce package-là pour pouvoir en fait surcharger certaines valeurs par défaut. Et on va le faire de deux manières, soit dans un premier temps avec la commande set, soit et dans un second temps en utilisant l'option avec des values, le fichier value.yaml. Et à la fin de tout ça, on va voir comment en fait on va cleaner notre environnement, faire un LM install. Vous allez voir vraiment concrètement en fait les avantages qu'apporte la manipulation de Helm. Donc je lance mon terminal et c'est parti.
Alors, déjà, il faut installer Helmchart en fait. Donc, vous pouvez l'installer de différentes manières. Donc, vous pouvez, pour ceux qui ont des Mac, vous faites juste un beau install, il va pouvoir l'installer. Pour ceux qui sont sur des distribs Linux, vous faites un apt get install Helm. Mais encore mieux que ça, plutôt que de vous de tâtonner sur la commande exécuter, c'est très simple. Vous allez sur le site officiel. Allez, on va lancer le navigateur. Voilà, on va taper Helm install, ouais. Et là, faites bien attention, allez bien sur helm.sh. Donc helm.sh, c'est vraiment le site officiel pour Helm. Et là, vous avez la documentation, notamment comment installer Helm. Voilà, c'est un site qui sert de référence. Donc, vous pouvez l'installer, vous pouvez récupérer le tar GZ là, voilà, et l'installer via le binaire. Tar GZ, soit utilisant les paquets, les commandes que je dis. Donc là, vous allez juste sur helm.sh. Je mettrai en commentaire de la vidéo en fait le lien, comme ça pour ceux qui veulent installer Helm. Voilà. Bon, revenons sur mon terminal. Moi, j'ai déjà installé Helm. Quand vous allez installer Helm, vous faites un Helm version. Et là, vous allez devoir pouvoir voir la version de Helm que vous avez. Donc, il faut être en version 3 quelque chose, quoi. Parce que c'est la dernière version. Si je repars sur le site. Donc, la dernière version, c'est le 3. Voilà. Là, ils ont la 3.0. Moi, je suis en 3.0.17. Voilà. La Helm 3 est plutôt stable. Parce qu'avant, il y avait la Helm 2 qui était vraiment instable, notamment sur les upgrades. Et elle est plutôt stable, la version 3. Et ça marche plutôt bien. Voilà. La seconde, ensuite, vous pouvez faire un Helm, comment dire, un Helm repo. Voilà, Helm repo add. Donc là, on va ajouter les repositories Bitnami. Donc cette commande, qu'est-ce qu'elle dit? Helm repo add Bitnami, et je colle l'URL. Ça dit en fait, je veux que ma machine sur laquelle je travaille, mon client là, puisse pouvoir accéder au chart de Bitnami. Donc en gros, en local, je vais télécharger. Je ne vais pas télécharger tous les packages, mais je vais avoir le chart en local, toutes les définitions, etc. Et là, si je vais par exemple sur Bitnami, vous pouvez voir que là, on va voir toutes les images Bitnami. Donc, c'est un peu la référence aujourd'hui dans le cloud, dans tout ce qui est images, que ce soit les images Docker, que ce soit les M-charts et tout. Il y a presque tous les produits que vous connaissez. Presque tout. Voilà. En général, c'est un peu une source. De manière générale, en fait, la philosophie, quand vous avez besoin d'un M-chart, il faut toujours aller en premier sur le site de l'éditeur. Si vous ne trouvez pas, bah, vous pouvez vous regarder sur Bitnami et il y a presque tout, quoi. Voilà, c'est vraiment pas mal. Donc là, moi, j'ai déjà installé mon repo, donc c'est pour ça qu'il me dit que ça existe déjà. Donc j'ai mon chart quasi. Mais vous, je pense que comme c'est la première fois, vous allez pouvoir, voilà. Une fois que c'est fait, vous faites un Helm repo list. Et si vous faites on peut faire un grep dans un premier temps pour filtrer que sur Nginx, Nginx par exemple, Bitnami, ouais. Donc quand je fais ça, Helm repo list là, ça me prouve que mon repo est bien existant. Et quand je fais un list comme ça, j'ai tous les repos qui sont installés sur ma machine. Ouais. Donc là, j'ai Bitnami, j'ai Superset, j'ai Sona, EKS, etc., etc. Donc vous voyez que j'utilise quand même des MCHAR parce que comme je l'ai dit, des fois, il y a des produits que vous avez besoin d'installer rapidement ou pour tester, vous n'avez pas le temps de jouer les MCHAR. Donc vous allez directement chez le fournisseur, l'éditeur, et vous pouvez réutiliser quoi. Voilà. Donc, on va dire qu'on a ajouté le repo, c'est très bien. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, on va aller chercher une image. On va aller vérifier s'il y a le Nginx. On va faire un search. Vous faites un Helm search repo et vous donnez le nom de votre image là. Et là, vous voyez, ça va chercher dans tous les repos que j'ai en local là. Donc il va chercher dans Bitnami, Superset, Sonar, EKS, etc. Partout, toutes les images qui ont un mot-clé Nginx. Et là, il me dit en fait, vous voyez que j'ai le Bitnami Nginx qui est celui que je veux. Par contre, j'ai une autre avec un ingress controller. J'ai un autre pour l'Intel, d'ailleurs, je ne sais pas ce qui c'est l'Intel Depreciate. Et j'ai aussi un truc avec Prometheus, Nginx Exporter. Ouais. Donc, c'est plutôt pas mal ça. Voilà. Donc, quelle que soit l'image que vous avez besoin, vous faites juste un repo Helm repo search, vous mettez le nom de l'image du produit que vous voulez, vous allez pouvoir la voir. Donc voilà. Cette partie-là. Donc là, on a vu comment on ajoute le repository. Ensuite, on a vu comment on truc. Donc là, ce que je fais maintenant, là, je vais créer un namespace Helm, test Helm, dans lequel je vais pouvoir faire des tests. Puisqu'on va instancier une release, c'est-à-dire on va instancier une release, un chart dans notre cluster. Et du coup, moi, je crée un namespace test Helm
dans lequel je vais pouvoir créer mes ressources, quoi. Voilà, dans lequel je vais jouer avec. Ça me permet, je vous recommande toujours de faire ça quand vous travaillez sur un nouveau produit, un nouveau tuto, un nouveau truc. C'est toujours bien de créer un nouveau namespace dans lequel vous allez pouvoir tester. Ça permet de cloisonner vos ressources. Et après, vous pourrez supprimer, on le supprimera à la fin. Hop. Donc, maintenant, on va l'installer. On va juste jouer cette commande-là. La commande, on va jouer L install. On va donner le nom de notre image. Donc, le nom, on va l'appeler MyNGINX, par exemple. Ça, vous pouvez l'appeler ça comme vous voulez. C'est le nom de votre application. Et vous allez voir que ce nom-là, il va être utilisé à peu près dans toutes les ressources que va créer. Et ensuite, l'autre paramètre, je cherche le nom. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, je vais copier le nom. Il faut absolument mettre bitnami/nginx. Donc, ça permet de dire à Helm que va chercher l'image dans le repo bitnami, l'image nginx. Et là, quand je fais install comme ça, il ne faudra jamais le faire si vous allez en production. Et voilà, pour les tests, c'est très bien. Mais si vous avez votre application pour une production, il faudra toujours, ensuite, il ne faudra jamais le jouer là, comment il faudra toujours après surcharger le fichier value. Ça, on verra plus loin. Là, c'est juste comme on est on veut installer rapidement. Donc là, il installe, hein, mais sauf qu'il installe avec des éléments peut-être qui ne me conviennent pas. Et là, quand je fais un kubectl getPod, vous voyez, j'ai bien mon pod qui a été créé. Je n'ai pas fait de kubectl apply-f, etc. J'ai rien fait de tout ça. Et là, on voit bien que j'ai mon pod qui est là, qui est créé. Donc, maintenant, si on fait un kubectl getAll, vous pouvez voir que là, on a plusieurs ressources qui ont été créées. Vous voyez, il y a un pod qui dépend d'un deployment. On a un service. Euh, voilà. Donc, si je vais par exemple sur le template, allons sur la console, je cherche Nginx, template. Voilà, on va pouvoir voir précisément les éléments. Vous voyez là, voilà à quoi ressemble un template, un chart. Et là, il y a le fichier value. Et il y a le template. Le template, vous avez tous les fichiers YAML qui sont instanciés après. Donc maintenant, il y en a qui sont instanciés selon les conditions. Donc vous voyez là, on a un deployment dans le template qui est créé par défaut et c'est lui qui nous crée le pod. Et là, on voit qu'il y a l'autoscaling qui est pas enable. Donc ce qu'on nous on va faire, vous voyez là, il est tellement énorme en fait le fichier value, comme vous pouvez le voir. Énorme. Donc là, on est bon. Vous voyez, il a installé notre application Nginx. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de modifier le comportement. Parce que vous voyez là, il m'a créé un service qui est en type load balancer. Mais en fait, ça ne m'arrange pas en fait. Parce que là, vous voyez, le load balancer, il est attaché au truc, etc. Il m'a créé du coup un load balancer sur AWS. Et du coup, ça a quand même un coût. Et moi, ça ne m'arrange pas. Donc c'est pour ça que je vous dis de faire attention au fichier value. Il faut toujours prendre la peine de pouvoir aller voir ce que ça fait, vos templates, et ensuite voir les valeurs qui sont mises. Donc moi, ce que je vais faire, je vais aller changer le type par défaut load balancer pour le mettre dans un autre type, quoi. Donc pour ça, on va exécuter la commande helm upgrade. Voilà. Donc c'est à peu près la même commande que l'install. Normalement, l'install aussi, vous pouvez faire aussi install. Ça vient, et là, on va passer un paramètre, le paramètre -7. Donc le paramètre -7, ça vous permet de modifier les valeurs par défaut qu'il y a dans le value. Donc nous, on va modifier le service, point le type. Donc on va modifier le type de service et on va le passer en autre port. Parce que là, il était en load balancer et moi, ça ne m'arrange clairement pas. Et là, ce qu'on va aller faire maintenant, on va aller voir les valeurs possibles. Si vous allez, par exemple, on va aller chercher le fichier services qui doit être service ou SVC, je le cherche. Attends, je ne trouve pas. Ah non, il est là, SVC, plus bas. Attendez, je crois que je l'ai vu. On est dans le SVC, on est dans le service. Allez, le service.yaml, il est bien là. Et vous voyez que là, au niveau du type, vous voyez, il y a la valeur value.service.type. Donc ce que ça dit en fait, ça veut dire que le template au moment de render, d'instancier ce fichier svc.yaml, il va aller regarder la value par défaut. Donc nous, on va changer ça. On va changer le type par défaut qui doit être load, qui est load balancer forcément dans la valeur par défaut. Donc si je vais dans mon fichier value.yaml, attendez, il est plus haut, le value.yaml, il est là. Là, si on va dans le type, je cherche service, vous voyez le service, le type par défaut c'est load balancer.
Donc, il m'a forcé ça. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va, on va modifier ce comportement-là. C'est pour ça qu'il faut toujours aller regarder le fichier value.yaml, quoi, la valeur par défaut. Parce que c'est la valeur qui sont mises par défaut, mais vous pouvez les surcharger ensuite euh, via votre propre fichier value.yaml. Donc là, on va le mettre en notepad, on va faire un Helm upgrade avec le paramètre "-7". Donc là, on lance l'upgrade, on a juste à patienter et boum. Normalement, tout s'est bien passé. Donc là, ils mettent la version du char. Ça, on pourra voir dans la prochaine vidéo. Et là, si je fais un get all, et si je revérifie maintenant le type de service, vous voyez que là, on est bien passé en autre port. Et là, on a fait un upgrade en fait de notre chart Helm. Donc, si je remonte et tout, je vais pouvoir retrouver où. Voilà, c'était l'autre balancer avant. Et c'est pas mal ça. Donc vous avez vu à peu près à comment est-ce que on peut surcharger des valeurs via le fichier, via le paramètre "-7". Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut le faire de la bonne manière avec le fichier value, votre propre fichier value.yaml. Donc là, on va revenir, on va créer un dossier dans lequel on va créer notre fichier value. On va l'appeler, je sais pas, on va créer un dossier Helm dans lequel on va travailler. Là, en ligne de commande, c'est possible de tout redéfinir avec la commande "-7". Mais si vous avez 10 000 paramètres, ça n'a pas de sens de le mettre dans ligne de commande. Ça sera juste illisible et vous allez potentiellement avoir des erreurs. Donc c'est pour ça qu'au lieu de faire on peut tout faire avec "-7". Quoique, même j'ai peut-être un doute parce que voilà. Mais ce qu'on va faire nous, c'est qu'on va créer un fichier value.yaml dans lequel on va mettre les paramètres que nous on souhaite appliquer et on va voir le comportement en fait. Voilà. Donc ce qu'on va faire dans notre fichier value, on va modifier les paramètres par défaut du service et par exemple les ports. Voilà. Donc je vais copier-coller là et je vais modifier certains paramètres. Donc au lieu du type euh, donc je vais lancer dans l'éditeur Visual Code, ça va être plus facile pour modifier. Je suis dans Visual Code, donc là j'ai les paramètres par défaut. On va changer le load balancer, on va le mettre en cluster IP. Par la même occasion, je vais changer le port. Au lieu d'être sur le port 80, je vais passer sur le port 8000. Voilà. Voilà. Et là, donc là, vous voyez bien, on est en 80, donc je passe en 8000. Et donc là, maintenant, je vérifie bien. Ouais, j'ai une seule instance. Donc par la même occasion, je peux modifier le comportement aussi pour dire que voilà, on a plutôt 3 réplicas. Donc là, je joue, je vais aller dans deployment. Bon, c'est un peu long, donc je vais aller plutôt dans le fichier deploy. Deployment sera plus simple. Donc plutôt dans le template. Hop, on cherche deployment là. Et je vois le nom de la variable. Quand vous voyez la variable, ça doit être. Voilà, replica count. Ouais. Donc on va changer la valeur par défaut de replica count pour le mettre à 3. Donc c'est un paramètre qui est à la racine. Donc je mets replica count égale à 3. Et ensuite, je vais aussi modifier l'horizontal spot scaling, en fait, l'auto-scaling. Donc je vais activer HPA pour dire qu'en gros, je veux qu'il y ait de l'auto-scaling. Et je vais mettre un min et un max. Là, je m'assure bien d'avoir les bons paramètres. Et là, je vais relancer mon Helm upgrade. Et là, je donne le paramètre -f et je donne le value.yaml. Donc, cette commande-là, quand je lance ça, voilà, tout s'est bien passé. Et là, si je fais kubectl getPod, là, il m'affiche un, mais il y a les deux autres qui vont arriver. Attendez, il faut juste attendre que Kubernetes, que le contrôle plane ait assez d'espace. Et voilà. Et là, si je fais, et voilà, c'est bon. Donc, vous voyez là que là, j'ai mes 3 instances de pod qui sont là. C'est ce que j'ai demandé. En fait, j'ai dit un min à 3. Et là, si je fais un kubectl describe du service, et pareil, le service, c'est le nom de mon application MyNGINX. Et là, on va voir que le type, maintenant, c'est cluster IP. Ouais. Donc, l'upgrade a permis de mettre à jour ma stack. Par contre, avec une commande, j'ai mis plusieurs paramètres. Vous voyez, j'ai touché au HPA, j'ai touché au deployment. Et par contre, pour mettre à jour, c'est un. Et là, on voit que le HPA est bien actif.
avec des limites entre 1 et 80 CPU de CPU, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt bien activé. Et là, sur PlusCube, c'était le get all. J'ai toutes mes ressources qui sont créées, quoi. Et ouais, tout est contenu, la définition de mes applications sont dans le fichier value.yaml. C'est maintenant le value.yaml qui définit le comportement que j'aimerais avoir, qui définit les paramètres que j'aimerais avoir. Le template est commun à tout le monde peut potentiellement l'utiliser, mais en termes d'usage, en termes d'instanciation, en fait, chacun aura les paramètres qu'il souhaite, quoi. Voilà. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de tout nettoyer. Allez, c'est terminé donc pour cette première partie d'introduction sur les M-charts. Voilà, on est allé beaucoup plus loin que ce que je pensais. Voilà. Prenez le temps vraiment de bien comprendre. Je vous conseillerais même de regarder cette vidéo-là plusieurs fois, de la lire en ralenti, mettre des pauses, aller tester, etc. Jouer avec les fichiers value, jouer avec les sets, etc. Donc les M-charts dans toutes les boîtes, c'est utilisé. Dans toutes les boîtes du monde, c'est utilisé les M-charts. Voilà. Même dans ma boîte, c'est utilisé. Même ceux qui ne sont pas fans du M-chart, à un moment donné, vous êtes obligé d'utiliser les M-chart. Quand l'éditeur va vous fournir un produit, vous êtes obligé d'utiliser ça. Et ça permet vraiment de gagner un temps énorme en fait. Énorme. Vous n'avez plus à gérer des fichiers YAML, vous avez juste à faire des trucs rapides. Si vous êtes formateur ou vous voulez rapidement mettre en place des démos, vous voulez pouvoir tester rapidement un produit, en fait, le M-chart, c'est l'outil parfait pour ça, quoi. Voilà. Et ça a été vraiment, ça s'est beaucoup amélioré en fait, parce que encore en 2018-2019, quand je commençais à travailler sur Kubernetes, on était encore en Helm 2 et c'était vraiment instable, quoi. Là, ça s'améliore d'année en année et c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà. Et ça peut vraiment vous faire gagner un temps fou, en fait. Voilà. Et c'est très utile quand vous voulez poker. Donc, c'est terminé pour cette première partie qui était l'introduction. Donc, on va se retrouver la prochaine fois où on va continuer un peu à aller dans les M-charts. On va entrer un peu dans les détails. On va essayer de créer nous-mêmes notre propre M-chart en local. Et ensuite, plus loin, on va essayer maintenant d'utiliser des M-charts qui existent. On va choisir des produits comme ça. Au hasard, là, j'ai pris Nginx, mais on pourra peut-être tester aussi une base de données MySQL, etc. Voilà. Donc, si vous trouvez que la chaîne est pertinente, si vous trouvez que ça a du sens, si vous connaissez quelqu'un qui veut se former dans l'informatique, notamment sur les métiers de l'Ops, etc., qui veut se spécialiser, n'hésitez pas à lui partager la chaîne. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me donne beaucoup de force, beaucoup de courage et d'énergie pour pouvoir continuer cette chaîne-là, parce que moi, je vous dis, c'est pas mon métier, mais je prends quand même un énorme plaisir en fait à avoir des retours des gens qui m'écrivent pour me dire ah c'est génial, super ce que tu as fait, etc. J'aime bien ça. Voilà. Donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous dis portez-vous très bien. À bientôt. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'était un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Et il y a un code promo qui est mis dans la vidéo pour ceux qui sont intéressés. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.